700 000 € de budget d'espionnage par an, rien qu'en France. 6 gardes forestiers tués en Roumanie. 10 ans d'exploitation de prisonniers politiques en Allemagne. Détrompez-vous, cette vidéo ne va pas parler d'une organisation mafieuse, mais bel et bien de la face cachée d'IKEA. Billy vient de fêter ses 40 ans. Non, je parle pas de votre streamer préféré, mais bien du meuble le plus vendu au monde. 1 milliard, c'est pas leur chiffre d'affaires, mais bien le nombre de boulettes de viande vendues par IKEA en une année. Leur chiffre d'affaires, lui, s'élève à 45 milliards d'euros pour l'année 2024. Et bien qu'il soit un héros national dans son pays, l'homme qui a créé IKEA il y a 83 ans n'est pas si connu sur le reste du globe. Et pourtant, au même titre que Steve Jobs a révolutionné le marché du smartphone, c'est Ingvar Kamprad qui a révolutionné le marché de l'ameublement. Et nos intérieurs seraient probablement bien différents sans son impact. Et si son nom ne vous dit peut-être rien, il a pourtant campé un moment dans le top 10 des personnes les plus riches du globe. Ingvar Kamprad, le papa d'IKEA, est né en 1926 dans le Småland, une région extrêmement pauvre du sud de la Suède. Les sols y sont rocailleux et peu fertiles, si bien qu'au début du XXe siècle, une bonne partie de la population va tout simplement se barrer de là. La plupart d'entre eux pour les terres cultivables et abondantes du continent américain. Les moins chanceux restés sur place sont loin de tout et font face à de nombreuses famines. Ce qui est assez ironique quand on sait que Småland, chez IKEA, c'est le nom de l'aire de jeu pour enfants là, où les parents abandonnent leur progéniture avant d'aller choisir leur prochain meuble. C'est donc dans ce décor rural et désolé que le jeune Ingvar grandit. Et ce détail, il a toute son importance dans la construction du personnage parce que pour survivre dans ce contexte, les habitants doivent être ingénieux et se contenter de peu pour vivre. À l'époque, tout le monde doit mettre la main à la pâte, surtout dans une famille de paysans. Dès 5 ans, ils lui font vendre des allumettes et à 11 ans, il commence un petit commerce de semences de plantes en faisant du porte-à-porte aux maisons de son petit village d'Agunnaryd. Grâce à ça, il finit par pouvoir acheter sa première bicyclette. Un de ses camarades de classe raconte qu'à cette même époque, durant une vente de fleurs organisée par l'école, il va atomiser les résultats de ses camarades. La vente, c'est clairement son truc. Pourtant, son père, le trouvant toujours en retard pour aller traire les vaches, disait d'Ingvar qu'il ne ferait jamais rien de sa vie. Un jour, recevant un réveil pour son anniversaire, il décide de se débarrasser du bouton off de l'alarme avant de la régler pour 5h50 chaque matin. Il est bien motivé à participer à l'économie locale. Bon, quand je pense que moi, à peu près au même âge, je me couchais à la même heure pour jouer à World of Warcraft, mais ça, c'est une autre histoire. Il continue à vendre des objets en tout genre en livrant à bicyclette. À 17 ans, il trouve le moyen de transporter ses marchandises en chargeant le camion du laitier de son patelin pendant sa course journalière. Cette astuce va lui permettre de livrer des choses plus lourdes à très bas coût. Et c'est comme ça qu'il commencera à vendre aussi des meubles. Et croyez-le ou non, les habitants de cette zone reculée en sont ravis. On raconte qu'il devient une petite célébrité locale. Les gens l'arrêtent dans la rue, les grands-mères le prennent dans leurs bras, c'est une petite star de la table basse. En 1943, il enregistre son entreprise. Encore mineur, son père lui donne toutes les autorisations ainsi que quelques fonds pour démarrer. Et pour ce qui est du choix du nom, IKEA, c'est tout simplement l'acronyme de son adresse. Si vous aviez voulu lui écrire à l'époque, vous auriez noté sur votre petite enveloppe Ingvar Kamprad, IK, Elmtaryd, qui est la ferme de ses parents, Agunnaryd, sa ville, IKEA. À l'époque, l'entreprise vend des objets en tout genre et du mobilier. Pour se fournir, il emploie des artisans locaux pour produire des meubles qu'il vend sur catalogue. IKEA compte alors parmi les précurseurs de la vente par correspondance en Suède. Et encore une fois, c'est en s'associant aux réseaux locaux déjà existants qu'il va pouvoir mettre en place la distribution des catalogues. Notamment ici, grâce au journal local, la Gazette des Fermiers. Le catalogue IKEA circule donc depuis le milieu des années 40 et c'est seulement tout récemment, en 2020, qu'il a cessé d'être imprimé dans sa version papier. Sa version numérique disparaît en 2021 après 70 ans d'existence, définitivement remplacé par le site de vente. Certains considèrent qu'il s'en serait distribué plus d'exemplaires que la Bible elle-même. Nous sommes en 1948 et Ingvar n'a toujours que 22 ans quand IKEA finit par se concentrer uniquement sur les produits d'ameublement. Faisant face à des soucis de transport, un employé démonte les pieds d'une table pour la transporter plus facilement. Coup de génie pour Ingvar qui décide de faire plancher ses créateurs sur un nouveau projet, le meuble vendu en paquet plat. La table Luvod devient alors le premier meuble en kit de l'histoire d'IKEA. Pour nous, acheter un meuble dans un paquet plat, c'est normal et logique. C'est une, voire plusieurs générations qui ont grandi au milieu de meubles IKEA. D'ailleurs, il paraît que ce serait la marque de lit dans laquelle le plus de conceptions se font dans le monde, mais bon, historiquement, un meuble, c'est pas un truc qu'on vient monter et démonter soi-même. Pendant longtemps, les meubles étaient vendus d'un bloc dans des boutiques principalement situées en centre-ville, quand ils n'étaient pas directement fabriqués par les gens pour satisfaire exactement leurs besoins. Les meubles avant le XXe siècle, c'était même quelque chose qu'on pouvait se léguer et qui était utilisé sur plusieurs générations. Mais le meuble en kit est devenu majoritaire en seulement quelques décennies, et toutes les enseignes s'y
s'y sont mises. Et si cette révolution en est une, c'est pour sa praticité, mais également pour son coût. Un camion peut alors transporter plus de meubles et un entrepôt peut en stocker plus. L'évolution des techniques et des styles va aussi permettre cette avancée. De meubles en bois sculpté et en verre, on passe, grâce à l'apparition des styles bohos et modernistes, à des éléments en chrome tubé et à l'aggloméré plus léger dans des formes et coupes plus minimalistes du design scandinave. Tout ça, ça permet de baisser drastiquement le coût de production et de livraison. Et cette baisse de coût, Ingvar il va décider de la répercuter directement sur le prix d'achat de ses clients. La volonté affichée avec Ikea est de fournir à tous des meubles de bonne qualité. Avec cette baisse de prix, les ventes vont monter en flèche, ce qui va permettre à l'entreprise une nouvelle évolution. En 1958, à Älmhult, la grande ville la plus proche de là où a grandi Ingvar, Ikea va ouvrir sa première boutique d'exposition. Les clients peuvent enfin tester et toucher les produits avant de les commander. Rapidement, les magasins Ikea éclosent en Suède, en Norvège et au Danemark, et progressivement à partir des années 70 dans le reste de l'Europe, puis sur le continent américain à partir des années 80, terminant par la Russie et la Chine dans les années 90 pour enfin devenir le géant mondial qu'on connaît. Cette histoire, que dis-je, cette success story est carrément disponible dans un petit livre illustré à destination des 6-11 ans intitulé « Ce que je peux apprendre de l'histoire d'Ingvar Kamprad ». Mais étrangement, les points qui vont suivre ne figurent pas dans ce livre. Parce que, à votre avis, quelle est la pire idéologie dans laquelle un homme ayant grandi dans les années 40 aurait pu tremper? Je peux pas le dire sur YouTube, mais vous voyez très bien de quel genre de politicien allemand d'une certaine époque je parle. Hein? Allez, dans les années 90, les médias du monde entier s'enflamment. L'homme au calme et à la bienveillance scandinave aurait eu de mauvaises fréquentations. Et pour cause, Ingvar Kamprad aurait été proche du parti nazi suédois pendant la guerre, le SNSP. C'est une pilule alors difficile à avaler pour le peuple suédois au sujet de ce héros national. Mais cette implication est bien plus profonde qu'un vague rapprochement. D'anciens camarades racontent qu'il aurait lui-même contacté le parti à 16 ans. Pourtant, à l'époque, la Suède était officiellement neutre et ce genre de fréquentation sortait de la norme. Figurez-vous que les services secrets suédois eux-mêmes connaissent le mec depuis longtemps, puisqu'il était fiché comme actif au parti pour qui il était recruteur. Après la guerre et la dissolution du SNSP, il avait continué en prenant sa carte au SSS, groupuscule d'extrême droite créé par des anciens leaders du parti nazi suédois. Ingvar répond publiquement dans la sérénité la plus totale que cette anecdote est totalement vraie. Mais interrogé sur certains détails ou anecdotes rapportées, il répond que sa mémoire lui joue des tours sur le sujet. Il finira par esquisser une once de regret et parler d'une erreur de jeunesse. Bon, j'avoue que plus traditionnellement, une erreur de jeunesse, c'est plutôt sécher les cours de maths de Madame Michon en 5e, faire le mur ou encore, je sais pas, un truc complètement fou, genre regarder cette vidéo sans être abonné à la chaîne Hardisk, qui est d'une absurdité sans nom, alors qu'on fait 2 sujets par mois et que 60% d'entre vous sont toujours pas abonnés, c'est terrible! Abonnez-vous. S'il vous plaît. Entre les années 50 et 70, la Suède va connaître une vague d'exode des populations rurales vers les villes. Les politiques d'urbanisme du Parti socialiste-démocrate encouragent cette vague en construisant massivement des habitations modernes au cœur et en périphérie des villes. Et ces habitations, il va falloir les meubler. On l'a vu, Ikea commencera par travailler avec quelques artisans locaux. Par ses prix bas et son service de livraison, il va récupérer la clientèle de tous les artisans alentours qui n'auront pas d'autre choix que d'accepter de travailler pour Ingvar qui sera leur seul acheteur. Il est alors en capacité de les mettre en concurrence. En économie, c'est ce qu'on appelle un monopsone. C'est comme un monopole, sauf que c'est l'acheteur Ikea qui a le pouvoir sur les prix auxquels, ici, les petits producteurs vont vendre. Forcément, Ikea étant devenu le plus gros, voire le seul acheteur, il a un pouvoir de négociation presque infini. Et je dis presque parce que les artisans finissent par ne plus rentrer dans leurs frais, et là où ils étaient heureux de collaborer avec une enseigne leur donnant accès à une plus large clientèle, ils se retrouvent à vendre leur travail pour une bouchée de pain. On l'a vu plus tôt, Ingvar a tiré sur toutes les charges pour proposer des meubles au prix les plus bas possibles. Après maintes baisses de revenus, les artisans locaux craquent et tous s'associent pour boycotter le géant. Ikea doit trouver une nouvelle solution de production. De plus, les forêts de la taïga suédoise commencent à sentir passer ce nouveau besoin de bois massif. La taïga, ce sont des forêts boréales présentes au nord de tous les continents. C'est une bande de forêts que l'on peut tracer sur le globe depuis le Canada à la Russie en passant par les pays scandinaves. Pour les joueurs de Minecraft qui passent par ici, la taïga c'est le biome rempli de sapins et de loups. Pour les autres, ce sont des forêts profondes de conifères, de feuillus et de tourbières qui, protégeant du froid, regorgent de vie animale et végétale. Les meubles d'Ikea sont donc nativement construits dans les pins et autres bois disponibles dans cet environnement. À la recherche de nouveaux producteurs pouvant produire beaucoup et rapidement, ils vont naturellement se décaler vers les pays de cette ceinture forestière à leur portée. Ils commenceront par les pays les plus proches et continueront à exploiter les forêts européennes jusqu'à aujourd'hui dans les pays de l'Est. Et on peut dire qu'une multitude de scandales découlent de ces sous-traitances.
Et les problèmes liés à la sous-traitance, ils sont pas réservés qu'à Ikea. Mais heureusement, il y a des marques comme Deblock qui sont particulièrement vigilantes à tout ça. Deblock qui propose le produit idéal pour investir dans la crypto et les garder bien au chaud sur une plateforme où vous détenez vos propres clés sécurisées. Une clé crypto, c'est la seule chose qui vous permet d'avoir accès à vos fonds. Donc si une tierce personne la détient, elle peut faire à peu près ce qu'elle veut de votre argent. Genre ouvrir une énorme chaîne d'ameublement mondialement connue, par exemple. Si vous possédez des cryptos sur une autre plateforme qui ne vous propose pas de détenir votre propre clé, votre argent, c'est pas vraiment le vôtre en fait. Il y a toujours le risque qu'il disparaisse du jour au lendemain, contrairement d'ailleurs à l'étagère Billy d'Ikea. J'ai l'impression que celle-là, elle existe depuis le Moyen-Âge, mais on va en reparler dans un instant. C'est là que Deblock rentre en jeu avec sa solution clé en main, sans mauvais jeu de mots. Deblock, c'est le seul portefeuille crypto directement intégré à un compte courant. Plus besoin de choisir entre praticité de la plateforme et sécurité de ton argent. Ils combinent les deux. Le système qu'ils ont créé est innovant dans le sens où ils ne connaissent pas votre clé privée. Il n'y a que vous qui la détenez. Ce qui veut dire que même si la plateforme disparaissait, vous auriez toujours accès à l'intégralité de vos fonds. En parallèle, Deblock propose un compte courant plus classique, à l'exception que chez eux, vos cryptos seront acceptés super facilement, contrairement aux banques traditionnelles qui sont encore bien frileuses et qui risquent de venir vous faire chier. Vous pouvez donc y déposer vos cryptos hyper simplement et en acheter ou en vendre directement via votre compte courant sans aucune limite. Et puis après, refaire l'intégralité de votre déco chez Ikea grâce à la carte Visa Premium de Deblock. Leur produit est totalement gratuit et l'inscription est simplissime. Et en bonus, si vous utilisez le lien en description, les 1000 premiers inscrits bénéficieront de 3 mois gratuits d'abonnement premium ainsi qu'une carte Visa Premium. Merci à Deblock pour leur confiance et nous on repart dans les couloirs labyrinthiques de notre vidéo. Rapport à Ikea, le magasin. D'abord, et comme souvent, la sous-traitance délocalisée est moins chère car moins rigoureuse sur les normes que la firme principale ne l'est. Les premiers sous-traitants vont être en Pologne mais également en Allemagne de l'Est. Et vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots, mais l'Allemagne de l'Est, à l'époque appelée la RDA, elle est sous influence soviétique. Elle jette en prison quiconque montre le moindre signe de dissidence ou est accusé, à tort ou à raison, d'être un opposant politique. Et Ikea dans tout ça, une partie de leurs nouvelles chaînes de production ont été établies dans ces prisons, qui, se calquant sur les goulags russes, pratiquaient le travail forcé. C'est clair que les prix proposés par la RDA à Ikea devaient balayer toute concurrence avec de la main-d'œuvre gratuite et contrainte. Encore récemment, en Biélorussie, le même schéma a eu lieu. Cette fois-ci avec des prisonniers politiques du dirigeant souvent dépeints comme le dernier dictateur d'Europe, Alexandre Loukachenko. On peut aussi noter qu'Ikea a plusieurs fois été accusé de passer par des usines faisant travailler des enfants, notamment au Vietnam et aux Philippines. Dans tous ces cas d'exploitation humaine, Ikea s'excuse, parfois dédommage les victimes, mais on pourrait se demander pourquoi le géant ne prend pas les devants et ne contrôle pas ses partenaires commerciaux pour éviter ce genre de situation effroyable. D'autant plus que l'enseigne est connue pour avoir, disons, de bonnes capacités pour obtenir des informations sur leurs collaborateurs et n'ont pas eu peur dans le passé de dépasser le cadre légal. Parce que, oui, Ikea a beau être 8e dans le classement des meilleurs employeurs 2024 de Forbes, en France, la firme a connu des dérives dingues au début des années 2000. En 2012, Hossein Redouani est employé depuis 10 ans dans un Ikea parisien quand il tombe sur des échanges entre d'une part le département de la gestion des risques d'Ikea France et d'une autre des sociétés de sécurité et d'enquête privées. Pour lui, ça ne fait aucun doute. Ikea espionne ses employés. Quelque temps après son embauche 10 ans plus tôt, il avait eu des doutes après que ses supérieurs aient laissé courir la rumeur selon laquelle il aurait tout bonnement braqué une banque. Et sorti de nulle part, son supérieur lui aurait finalement exprimé son étonnement sur le fait qu'il ait un casier judiciaire. Alors qu'en réalité, ces faits appartenaient à un homonyme. Alors, jeune étudiant, Hossein a fini par devoir démentir en apportant lui-même son casier vierge à la direction. Après ses dénonciations contre la firme en 2012, une enquête pour espionnage est ouverte et dure 8 ans. Et ce qui est découvert est complètement dingue. Entre 2000 et 2012, l'entreprise s'est permise d'espionner ses employés en utilisant entre autres méthodes illégales les fichiers de la police française. Alors vous vous demandez sûrement comment ? Figurez-vous que certaines entreprises de sécurité privée gérées par d'anciens membres de la police se serviraient toujours du fichier STIC. Le STIC, pour Système des infractions constatées, c'est un fichier qui, je vous le donne en mille, répertorie les infractions des citoyens français. Alors ça peut aller de la petite amende pour stationnement gênant aux infractions plus graves en plus d'informations civiles plus communes. Le service de la gestion du risque d'Ikea France aurait dépensé plus de 700 000 € par an pour financer l'espionnage. Et à 80 € la requête, on imagine qu'ils ont dû s'en donner à cœur joie. Les concernés sont à la fois des employés potentiels, des employés déjà embauchés, ou encore certains clients avec qui ils sont alors en litige. Le but était d'une part de vérifier les antécédents des futurs employés en procédant à une enquête morale, et d'une autre part de fliquer les employés jugés dangereux, notamment des représentants syndicaux et autres meneurs de grève. Et pour ces derniers, les entreprises de renseignement
renseignements iront même jusqu'à la création de légendes. Oui, les mêmes légendes que dans la série là, le bureau des légendes, exactement. C'est une méthode qui consiste pour un espion à se créer une vie fictive pour s'infiltrer dans un milieu donné, ici les magasins de la franchise, notamment pour récupérer des informations dans une entreprise auprès d'une personne. En 2011, Adel Amara, un employé du Ikea de Franconville, est relaxé en appel après une plainte de ses supérieurs. Sa position de délégué du personnel et de représentant syndical dérange sa direction qui l'accuse fallacieusement de harcèlement. On lui reproche fumeusement de pousser les gens à bout, d'être irrévérencieux et agressif. Il vient d'être réintégré à son poste après invalidation de son licenciement quand l'affaire d'espionnage éclate. Ayant lui-même eu des doutes sur le fait d'avoir été suivi, il comprend plus tard que la réalité a été encore bien pire. Et si vous voyez pas les images parce que vous nous écoutez en podcast, parce que oui, on est disponible en podcast sur Spotify, Apple Podcasts, partout, le lien est dans la description si vous voulez nous écouter comme ça, vous inquiétez pas parce que je dis tout à l'oral. Le magasin cherchait à lui tendre un piège juridique. 2 espionnes, de légende donc, embauchées comme caissières, ont été placées par la direction pour surveiller les employés. Cette fille-là était caissière, mais se rapprochait beaucoup de nous. Et souvent, elle était là dans nos discussions syndicales. Et quand on arrivait aux réunions, la direction était déjà au courant. Finalement, un énorme dossier est retrouvé, dans lequel toute sa vie est passée en revue. Train de vie, habitudes, fréquentation. Venant de quartiers que les détectives jugent sensibles, ils essaient de trouver des preuves de comportements illégaux correspondant aux clichés des jeunes de banlieue et s'interrogent sur sa potentielle prise ou vente de stupéfiants. Ne trouvant absolument rien, ils se demandent si sa compagne, dont la vie est aussi détaillée dans le dossier, serait utilisable comme levier d'influence. Certains clients en litige commercial avec le magasin sont aussi visés dans le but d'évaluer si la personne intentera un procès ou non en cas de non-dédommagement de leur part. Les réponses officielles d'IKEA désapprouvent vigoureusement la pratique et parlent d'actes isolés. C'est seulement en 2023 que les condamnations tombent. Le PDG d'IKEA France de l'époque écope de 4 mois de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Les autres personnes impliquées écopent de peines plus légères. Encore une fois, l'affaire reste globalement sous les radars de la clientèle d'IKEA. En France, à l'évocation d'IKEA et de scandales, l'esprit collectif pense surtout au scandale sanitaire porté sur le service de restauration. Et oui, je sais que certains s'y attendent peut-être. Je vais effectivement parler de l'affaire de la tarte à la merde. Et ça me fait quelque chose. Vraiment, le fait qu'une entreprise est une affaire de tarte à la merde, au premier degré, faut s'arrêter 2 secondes. En 2013, l'entreprise aurait vendu environ 6000 parts de tarte au chocolat contaminées par des matières fécales en France. Pardon. C'est quelque chose, quoi. Timothée, on va manger à Ikea? Non, c'est bon. Pourquoi? Oh, j'ai pas faim. Voilà, allez. On a de la chance, ce scandale a fait plus de bruit que de mal, mais les affaires relatives à la toxicité moins brillantes sont néanmoins récurrentes. Plusieurs fois dans l'histoire d'IKEA, des meubles contenant des agents chimiques irritants ont fait l'objet de questionnements par les consommateurs et la marque elle-même. En 2007 par exemple, un couple suisse se rend compte que leur fille est prise de symptômes... Je suis désolé, je ris de la tarte à la merde, c'est absolument affreux quoi. Oh merde. Oh là là, 30 ans le man quoi. Putain. En 2007 par exemple, un couple suisse se rend compte que leur fille est prise de symptômes respiratoires importants et de migraines depuis l'arrivée de sa nouvelle armoire RAK. L'enseigne envoie un livreur pour la récupérer et rembourse immédiatement la famille. La production de l'armoire RAK est stoppée et elle disparaît dès le catalogue de la saison suivante. Le problème, c'est qu'IKEA va malgré tout éviter de rappeler les produits restants en magasin et terminer d'écouler ses stocks, jouant ainsi à la roulette russe avec la santé de ses clients. Et peu importe sur quelle partie du globe vous vous trouvez, tous les magasins IKEA sont sensiblement les mêmes, notamment les mêmes pièges marketing bien rodés. On connaît tous le piège du labyrinthe de leur salon d'exposition, pensé et conçu jusqu'au moindre détail pour faire dépenser plus. Mais pour le consommateur lambda, le piège est béant. Pour une paire de rideaux, le client s'engouffre dans le trajet fléché et au bout de quelques minutes, oublie la raison même de sa venue, errant à mesure que son panier se remplit. Parce que, après tout, autant rentabiliser le trajet en voiture jusqu'au magasin, souvent placé en périphérie. L'environnement dépourvu de fenêtres fait rapidement perdre la notion du temps, une technique directement empruntée au casino pour garder leurs clients plus longtemps. De nombreux miroirs mettent les clients en scène au milieu de pièces, retranscrivant leur vie quotidienne en version plus acidulée car au top de la tendance déco. Sur le modèle de la fast fashion, avec 2000 nouvelles références annuelles qui viennent s'ajouter chaque année à ces références déjà existantes, le phénomène de fast furniture crée le besoin de renouvellement constant. Et si leur estomac se rappelle que le temps s'écoule, pas besoin de sortir ou d'écourter leur shopping. Le fondateur d'IKEA aurait dit un jour, il est difficile de faire des affaires avec quelqu'un qui a l'estomac vide. Hot dog à 1 €, glace en libre service et plat chaud typiquement scandinave à tout petit prix, sans compter une bonne part de tarte à la merde pour finir le repas. Pardon, je suis là-dessus depuis 5 minutes en fait, je suis navré. À Reykjavik, capitale de l'Islande, c'est étonnamment le restaurant le plus fréquenté de la ville avec pas moins de 25 000 couverts par semaine. Le client peut alors y tester l'assise de ses futures chaises, comparer les différents luminaires présents car bien souvent, il mangera au milieu des produits encore étiquetés. Ses jambes font une pause mais son cerveau
Pas du tout. Et Ikea, c'est bien plus qu'un simple marchand de meubles, puisque dans certains pays, ce sont aussi des hôtels, des maisons en kit, tout un écosystème pensé pour tenir captif de l'enseigne. Toutes ces petites techniques qu'on vient de survoler sont souvent appelées fallacieusement des nudges, mais n'en sont en réalité pas du tout. Un nudge, en psychologie comportementale, c'est un petit coup de pouce, utilisé pour permettre aux individus de faire le bon choix pour eux-mêmes ou indirectement pour la société. Or ici, ces astuces sont utilisées pour vendre et vendre plus au détriment du consommateur lui-même. On se trouve alors sur une ligne dangereuse entre marketing pur et manipulation psychologique. Ces techniques, maintenant bien connues du grand public, ne sont pourtant pas les plus marquantes pour les scientifiques comportementaux quand on leur parle d'IKEA. Parce que oui, IKEA a carrément donné son nom à un effet psychologique, l'IKEA Effect. C'est un biais cognitif dans lequel un individu va surévaluer la valeur d'un objet pour lequel il a participé à la conception. Et oui, je parle bien là du fait de monter son étagère tout seul. De la même manière, si vous avez déjà utilisé des kits pour préparer un gâteau, on vous aura demandé d'ajouter un œuf à la mixture alors que l'industrie agroalimentaire est tout à fait capable de vous débarrasser de cette étape supplémentaire. Mais cet œuf, c'est votre participation à la recette. Vous êtes alors le cuisinier. Un simple gâteau industriel devient alors un plat consciencieusement préparé par vous-même, vous lui donnez plus de valeur. Et bah avec les meubles Ikea, c'est pareil. Vous l'avez monté vous-même à la sueur de votre front, cette étagère Kallax. C'est votre meuble et vous vous sentez fier de vos talents de bricoleur. Bravo, vous êtes officiellement un expert de la clé Allen. Ce qui rend l'IKEA Effect célèbre, c'est que cette méthode marketing est finalement applicable à énormément de produits pour en faire monter la valeur dans le cœur du consommateur, et ce pour un coût parfois négatif. Assez vite vient se poser le problème de surconsommation que toutes ces méthodes impliquent. Il s'est vendu environ 67 millions d'étagères Billy depuis la création du meuble, c'est autant qu'il y a d'habitants en France, mais sur ce chiffre, combien de ces meubles existent toujours? Combien ont été recyclés? Combien ont été brûlés en tant que déchets? Malgré le greenwashing, la clientèle est de moins en moins dupe, notamment grâce aux journalistes de terrain et aux associations qui enquêtent de plus en plus sur les grandes enseignes. Et on l'a vu tout à l'heure, Ikea au fil de son développement a vu ses besoins en bois exploser, et c'est aujourd'hui le plus grand consommateur de bois au monde, avec un arbre abattu toutes les 2 secondes. Son bois provient de 50 pays, et il est vrai qu'Ikea replante chaque arbre qu'il coupe. Mais la taïga et les forêts en général ne sont pas composées uniquement d'arbres. Quand Ikea rase des forêts à blanc, ça détruit la totalité de la flore et de la faune qui les composent. Remplacer des forêts primaires par des monocultures de pins prêts à être coupés dès qu'ils en atteignent l'âge, c'est pas exactement de la préservation. Et les parcelles vides qui remplacent les forêts mettent parfois des années avant d'être replantées. En Suède, il ne reste plus que 8% de forêts qui n'ont jamais été exploitées. Selon les chiffres donnés par Ikea, 97,8% du bois utilisé est certifié FSC ou de filière recyclée. Le FSC, pour Forest Stewardship Council, c'est un organisme créé en 92 pendant le sommet de la Terre de Rio. Il distribue son label aux entreprises qui assurent une bonne gestion des forêts et garantissent la traçabilité de tous les produits qui en sont issus. Donc ce qu'on décrit depuis tout à l'heure, c'est ce que le label FSC autorise. D'abord, penchons-nous un peu sur le FSC. Comme tous les organismes, il dépend de ses financements. Et son financeur majoritaire, c'est Ikea. 30% du bois utilisé par Ikea provient de Pologne, mais depuis une dizaine d'années, les citoyens s'alarment. La vente de ces forêts se fait totalement à l'encontre des règles établies par le FSC, les arbres sont prélevés au-delà de la taille autorisée, et quand les machines arrivent dans une forêt, les sols sont complètement retournés, certains ruisseaux sont utilisés comme routes, donc détruits, et les sols sont en proie à des glissements de terrain. Les Polonais ont le sentiment que leur patrimoine est volé et souillé pour meubler le reste du monde. En Roumanie, le problème est encore pire. La différence est que les forêts sont cette fois-ci exploitées par des entreprises privées. Si les associations ont pu prouver que 50% du bois est coupé illégalement, ces entreprises s'appuient sur un réseau de corruption et d'intimidation pour opérer en toute impunité. 6 gardes forestiers ont été tués entre 2014 et 2020 et 650 victimes de violences ont été recensées. Le Brésil a introduit dans les années 60 une variété de pins américaine dans ses plantations pour répondre aux besoins grandissants d'IKEA. Les monocultures de pins remplacent au fur et à mesure les espèces locales. Ils subissent globalement les mêmes dommages que leurs équivalents est-européens, mais également une intoxication des sols due au rejet de produits chimiques dans la nature liés à la production. Et vous vous souvenez de notre chère étagère Billy dont on parlait en début de vidéo? Juste le temps que vous visionnez cette vidéo, Ikea en a vendu plus de 400. Et si cette histoire vous a plu, vous devriez jeter un œil à la face cachée de Nestlé qui, comme Ikea, a un impact monumental sur ses lieux de prélèvement et leur population.